Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 21 septembre 2024 et la plus grosse nouvelle de la semaine, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'automne et il y a encore du soleil. Bon, bref, c'est pas là le sujet. On va parler bien sûr de ce qui s'est passé un petit peu partout dans le monde, beaucoup ce qui s'est passé en Suisse. Comme d'habitude, on fait le tour d'horizon des marchés financiers. Je vous retrouve juste après le générique. Alors, si vous étiez sur une île déserte où il n'y avait absolument aucune connexion d'un quelconque réseau, que ce soit Internet ou même la télévision, vous pouvez ne pas savoir que la Fed s'est réunie la semaine dernière. Vous êtes peut-être pas au courant que la Fed a baissé les taux massivement de 50 basis points, ce qui n'était pas forcément évident lundi dernier, mais qui s'est rapidement imposé comme une quasi-obligation, juste pour montrer que finalement, eh bien, on maîtrise l'inflation, et que pour ce qui est de l'économie, on veut bien lui donner un coup de main, mais on n'est pas inquiet. D'ailleurs, on n'appelle pas ça une baisse des taux, on appelle ça un recalibrage orchestré par la Fed et par M. Powell. Donc on en a largement parlé cette semaine. On a vu que le marché a eu besoin de 2-3 jours pour digérer la chose. Premier soir, sur l'annonce, il termine en baisse. Le lendemain, il explose, il termine au plus haut de tous les temps. Et vendredi, on termine légèrement en baisse aux États-Unis, mais beaucoup plus de manière massive en Europe. En gros, on n'est pas super convaincu, et je l'ai beaucoup abordé la semaine dernière. On n'est pas vraiment convaincu que Powell fait ça parce qu'il est tranquille. C'est plutôt quand même qu'il y a un certain malaise et qu'il voit quand même un ralentissement économique. Même si dans leur discours, ils ont continué à marteler que l'économie allait super bien et que le marché de l'emploi était excellent. Donc, grosso modo, on a un peu l'impression qu'il nous ment et puis qu'il raconte n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a quand même un petit doute. Et maintenant, le challenge de ces prochains jours, ce sera justement de savoir si vraiment on peut dire qu'il y a un doute et peut-être qu'il y aura d'autres chiffres qui vont sortir, qui vont infirmer ou confirmer le discours de M. Powell. D'ailleurs, la semaine qui va arriver sera hyper intéressante parce qu'on aura le PCE, donc le gros chiffre de l'inflation que la Fed regarde très attentivement. Donc ça nous donnera déjà une idée de ce qu'il va faire lors du prochain meeting de la Fed au mois de novembre. Et puis on aura également le PIB américain qui nous donnera aussi une bonne idée de l'état de l'économie. Et s'il y a des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, là, ça nous permettra de nous dire oui, effectivement, la décision de la Fed était parfaitement correcte. Pour le reste, franchement, j'ai encore envie de vous dire, on a attendu jusque-là, on va devoir attendre encore un petit peu parce que maintenant, tout le monde a anticipé d'autres baisses de taux, bien sûr, hein, une en novembre, une en décembre. L'amplitude devrait être de 25 basis points parce que là aussi, M. Powell a déclaré que la baisse de 50 basis points de ce mercredi était exceptionnelle et qu'elle devrait rester exceptionnelle. Donc, assez logiquement, ça devrait être plus que des baisses de 25. Mais en série, parce que maintenant, on s'attend quasiment à 8 à 12 baisses de taux jusqu'à la fin de l'année 2025. Hein. C'est un peu le même scénario qu'au début de l'année. On était convaincu qu'il y aurait 8 à 12 baisses de taux. Pour l'instant, on est à une. Une grosse, d'accord, mais à une. Donc, c'était le gros sujet de la semaine et les marchés se sont comportés uniquement basé là-dessus. On est monté à cause de la Fed, on a baissé à cause de la Fed, tout était à cause de la Fed, des interprétations qu'on a fait de ce qu'a dit la Fed ou des anticipations de ce que pourrait faire la Fed jusqu'à mercredi. Donc en gros, un marché relativement volatile. Hier, on s'attendait aussi à une grosse journée de volatilité parce qu'il y avait l'échéance des 3 sorcières et comme d'habitude, il ne s'est rien passé. En tout cas, il n'y a pas une énorme volatilité sur le marché américain puisqu'on termine légèrement en baisse. Il n'y a pas de quoi la ramener non plus. Mais voilà, donc on a eu une semaine qui était un petit peu particulière. Les marchés européens étaient bien sûr calqués sur ce que faisaient les Américains, mais toujours avec un côté beaucoup plus violent dans la réaction. Même si on dit que ça ne nous concerne pas directement, eh bien, ça nous concerne peut-être même plus que les Américains. En tout cas, le marché européen et suisse donne l'impression d'être beaucoup plus concerné par ce qui se passe aux États-Unis que les Américains eux-mêmes. Donc voilà, c'était une semaine sous les couleurs de la Fed et là on va entamer une nouvelle semaine avec une bonne jauge de l'économie puisqu'on aura 2 chiffres qui nous permettront de savoir, 1, si l'économie va bien et 2, où se situe exactement l'inflation puisque je vous le rappelle, le PCE c'est quand même le chiffre préféré de la Réserve fédérale américaine. Et puis alors, il faudra aussi se souvenir que durant la semaine qui va venir, il faudra attacher vos ceintures parce qu'il y a tous les mecs de la Fed qui n'avaient pas le droit de parler
avant le meeting de la Fed, dans cette fameuse black période, qui vont se lâcher et qui vont se faire plaisir parce qu'ils vont tous venir parler. Il y a Bostich, il y a Waller, il y a Williams, il y a Powell surtout qui va parler. Donc on va avoir droit à une deuxième mouture du discours de la Fed, une réinterprétation de ce qu'ils ont fait et peut-être déjà une piste de ce qu'on va faire au début du mois de novembre. Comme vous le voyez, on a attendu jusque-là, et bien maintenant, on va encore attendre pour le reste. Autrement, du point de vue économique, si on regarde les chiffres suisses, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, eh bien, on a appris la semaine dernière que l'indice des prix à l'importation était en hausse de 0,2%, s'établissant à 107,4. Donc ça monte légèrement sur la période du mois d'août, les prix étaient plus chers. Après, quand on regarde à l'intérieur, eh bien, on a une hausse des prix pharmaceutiques et une baisse des prix pétroliers. Voilà, 0,2% de hausse sur les prix en Suisse. Au niveau des hôtels en Suisse, on a vécu un relativement bon mois d'août avec une hausse de 3,5% au niveau des nuitées. Et puis si on regarde au niveau des réservations, hausse de 3,3% des réservations depuis la Suisse et hausse de 3,7% des réservations depuis l'étranger. Au mois d'août, 24 218 voitures ont été immatriculées en Suisse, voitures neuves. C'est un recul de 13% si on se base sur la même période l'année dernière. Et puis la plupart des véhicules étaient en repli, c'est pas simplement les voitures à essence ou les voitures électriques, tout était en retrait. Le seul secteur de l'automobile qui marquait une avancée finalement en base de comparaison, c'est les hybrides. Mais autrement, le reste était en recul un peu partout. Et puis du côté du trade balance, la balance extérieure, eh bien, en repli encore cet été, principalement à cause des ventes de la chimie et de la pharma qui se contractaient relativement de manière intense. Résultat, eh bien voilà, mauvais mois au niveau de la balance extérieure commerciale. Les exportations horlogères étaient en hausse de 6,9%. Il y a une petite amélioration de ce côté-là, mais quand on regarde à l'intérieur des chiffres de nouveau, la tendance reste pas extraordinaire et toujours cette fameuse rengaine où on nous dit oui, puis en plus, alors sur la Chine, ça va pas du tout. Donc ça continue dans la même thématique. D'ailleurs, on l'a vu un peu sur les titres du luxe cette semaine, ça va dans tous les sens. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que augmentation des exportations horlogères, mais ça peine toujours sur la Chine. Et d'ailleurs, les horlogers suisses ont demandé au gouvernement, à la BNS plutôt, d'agir sur le franc parce qu'ils souffraient de ce franc relativement fort. Donc ils veulent une action de la part de la BNS. Reste à voir s'ils vont les entendre. Si on regarde les performances de la semaine, donc vous voyez que le Hang Seng reprend quand même 5,12%. Eux aussi ont baissé les taux. Le pétrole reprend 3,8%. Toujours ces tensions qui reprennent de plus belle au Moyen-Orient qui stressent un peu tout le monde. Le Nikkei a donc salué la baisse des taux aux États-Unis avec une hausse de 3,16%. Et puis les premiers concernés, finalement, le Nasdaq reprend 1,5%. Il n'est toujours pas au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 ne finit pas la semaine au plus haut de tous les temps, mais il a battu un record. Le Dow Jones termine au plus haut de tous les temps. Et puis, vous voyez, on va le voir encore en décortiquant un peu le marché suisse après. Le SMI termine en baisse de 0,87%. Et Nestlé s'est fait démonter en fin de semaine. C'est un des sujets des plus importants cette semaine. Pas forcément de grandes nouvelles sur Nestlé, mais une grosse pression et on va y revenir. Donc, vous voyez les performances sur la semaine. Alors, vous avez Nestlé qui perd 6,35%, Lonza qui perd 4,25%, Kuehne+Nagel qui perd 6,76%, Sonova moins 3,88%. Donc c'est vraiment ces quelques-unes qui pèsent, mais bien sûr Nestlé en tête qui pèse très lourd et qui a plombé le SMI en fin de semaine, surtout parce que c'est hier qu'elle a décroché violemment de plus de 4%. Si on passe à notre point technique habituel, alors on va commencer aujourd'hui par le cacao. D'abord parce qu'on va en reparler tout à l'heure concernant Lindt & Sprüngli et Barry Callebaut, mais regardez le cacao. Alors apparemment, vous savez, vous vous souvenez que le cacao était très volatile ces derniers temps, et aux dernières nouvelles, eh bien, la récolte en Côte d'Ivoire a été meilleure que prévu, donc du coup, ça devrait faire baisser les prix du cacao et ça devrait favoriser les sociétés qui vendent du cacao, d'où le sujet Barry Callebaut et Lindt & Sprüngli tout à l'heure. Mais autrement, ce qu'il faut retenir sur le graphique, c'est que vous voyez qu'on a une contraction graphique, où on a vraiment ces 3 points qui nous dessine un triangle. Là aussi, on voit un support qui se dessine de manière assez intense. Donc, ce genre de configuration nous donne bien évidemment, normalement, à un moment donné, nous donne une sortie extrêmement violente. Donc, du coup, on va la positionner comme ça. C'est l'amplitude
On va chercher comme ça pour être précis. Voilà, tac, on va dire comme ça. L'amplitude du triangle qui nous permet de nous dire, bah voilà, si ça casse, eh bien, à la baisse, ça peut aller très très bas sur le cacao, et à la hausse, eh bien pareil, hein, l'amplitude peut être monstrueuse. Donc c'est quelque chose à surveiller de manière assez intense, assez proche, parce qu'il y aura des conséquences sur les actions suisses, sur certaines actions suisses, mais en plus ça pourrait secouer de nouveau au niveau des matières premières. Donc attention au cacao parce qu'il approche d'un point de cassure qui pourrait être relativement important et ça pourrait se produire avant la fin de l'année. Si on reprend nos indices habituels, alors le SMI, toujours dans notre range, hein, il n'y a pas grand-chose qui change d'un point de vue technique, on va dire. Le SMI doit absolument à un moment ou à un autre sortir de ce range. Pour l'instant, on va probablement aller rechercher de nouveau les bas du range qui se situe autour la moyenne mobile des 200 jours, on va dire les 11 750, 11 800. C'est le point à ne pas casser sur le SMI. Mais pour l'instant, on est toujours dans le range et c'est vrai que ça va être difficile d'en sortir, surtout quand on voit que pour l'instant, vous avez quand même des valeurs comme Nestlé, Roche, Novartis qui ont de la peine à aller en avant et sans elles, ça va être compliqué comme d'habitude. Beaucoup de volatilité sur le DAX la semaine dernière, un retournement spectaculaire en fin de semaine, mais toujours là aussi un range haussier latent sur le DAX. Pour l'instant, tant qu'on ne sort pas de ça, ça se passe plutôt pas mal. On notera qu'il y a encore eu un profit warning sur les voitures, puisque ça c'est Daimler, enfin Mercedes, qui a fait un profit warning. Donc on voit que ça va très très mal dans le secteur automobile. Et malgré tout, le DAX tient encore relativement bien la route. Le CAC 40, alors lui, il est toujours dans son range latéral. On a réintégré la semaine dernière et pour l'instant, on s'y tient. Il se passe pas des tonnes de choses. On voit qu'on a quand même buté à très court terme sur cette moyenne mobile des 200 jours. C'est pas la première fois qu'on le fait. Notre tendance, notre croisement de moyenne mobile qui a eu lieu il y a 2 mois maintenant, dans le courant du mois d'août, on est en train de prendre la tendance baissière sur le CAC. Il faudra faire attention si on revient sur ce trait que j'ai tiré il y a longtemps, qui correspond à une zone où on voit que l'indice français hésite quand même beaucoup dans cette zone. En cas de cassure ces prochains temps, si ça devait se produire, on peut facilement venir rechercher les bas sur le CAC. Aux États-Unis, donc, mon triple top, il a été défoncé propre en ordre, donc ça, on peut l'oublier pour le moment. Ça n'a pas tenu. Le marché termine donc pas au plus haut de tous les temps cette semaine, mais a fait un nouveau plus haut. Donc le record à battre en closing maintenant est de 5711 sur le S&P 500 et son plus haut point qu'il n'ait jamais fait dans son histoire est donc à 5735,10. Ça, c'est dorénavant les points à battre sur le S&P 500. Pour le reste, j'ai envie de dire, on a l'impression que le marché est fatigué, on a l'impression qu'il y a toutes les raisons du monde pour pouvoir baisser. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps dans le Morning Bull Live, mais rien à faire. Là encore, on vient de casser un point important. On a largement la place de monter encore 300-400 points. Et là, au point où on en est, j'ai envie de dire qu'on va aller chercher les 6000 juste parce qu'il faut le faire. Donc là, on a cassé. Et si vous essayez de vous baser de nouveau sur cette amplitude du triangle qui est possible de dessiner de nouveau comme ça, et bien là, vous verrez que... Merde, pardon. Tac. Eh bien, si on fait une cassure ici, le target, il est bien au-dessus des 6000. Mais là, dans le moment où on est, il nous reste 300 points à faire pour aller chercher les 6000. La Fed qui vient de baisser les taux, la Fed qui va probablement confirmer qu'elle va encore baisser les taux, évidemment, en novembre, dans quelques jours. J'ai l'impression que dans ces configurations, je vois mal comment le S&P 500 pourrait revenir. J'ai envie de vous dire, j'aimerais bien qu'il revienne parce qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus vraiment de sens. Il y a trop d'arguments négatifs qu'on peut mettre alignés sur la table pour se dire ça va continuer encore et encore. Parce que l'économie va bien, c'est pas vrai. Parce que l'emploi va bien, c'est pas vrai. Parce que la Fed baisse les taux pour aider l'économie, mais il n'y en a pas vraiment besoin, c'est pas vrai. Enfin bref, il y a trop de choses qui vont pas bien. Mais pour l'instant, ça monte et il y a un truc, une ancienne citation que un de mes mentors me disait à l'époque, c'était « Ne jamais pisser contre le vent parce que sinon tu risques d'avoir les chaussures mouillées ». Donc pour l'instant, effectivement, peut-être qu'un jour, il y aura un retournement sur le marché américain, mais c'est pas tout de suite, visiblement. Le Nasdaq, alors vous voyez, on avait cette résistance qui se dessinait, cette tendance baissière, elle a cassé. Alors pour l'instant, on a eu ce breakout à la hausse, mais quand vous regardez
bah là, on est un petit peu suspendu au milieu de nulle part. Et quand vous zoomez sur ces deux candlesticks ici, clairement, on est quand même dans une phase où on hésite un petit peu. Alors évidemment, la cassure, elle a été faite par les Magnificent Seven, encore une fois. La question, c'est est-ce que ça peut continuer? Maintenant, on a un point quand même qui bloque sur le Nasdaq à la hausse. C'est cette tendance, c'est ce point haut qu'on avait ici. Vous voyez que c'est quand même, ça marque quand même quelque chose, parce que ça fait plusieurs fois qu'on bute contre. Et cette ligne qui passe par les 19 930, on va dire, eh bien, elle doit casser si on veut continuer la tendance. Alors, il y a un gap qu'on a laissé, qu'on doit aller combler normalement, donc on devrait y arriver pour aller rechercher les plus hauts. Mais là aussi, comme je vous le disais, quand on voit la configuration qu'il y a sur le S&P 500, et je vous dis, on va aller chercher les 6000 parce que c'est tout à fait notre style, eh bien j'imagine que le Nasdaq n'aura pas trop de problèmes pour aller rechercher les plus hauts historiques parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Le SOX, alors lui, il a cassé aussi sa tendance baissière qu'on avait comme sur le Nasdaq, bien sûr. Là aussi, il hésite. Là aussi, il va falloir aller chercher les 5000, un peu plus haut que 5000 pour dire on a cassé la tendance et puis on repart à la hausse. Pour l'instant, il y a un peu cette moyenne mobile des 50 jours qui fait office de barrage sur le SOX. Et là aussi, on a vu un réveil d'Intel, mais Intel ne correspond plus vraiment au SOX. Et puis par contre, c'est Nvidia qui de nouveau a beaucoup rebondi ces derniers jours et qui a aidé le semi-conductor index, mais c'est pas sûr non plus que tout soit terminé. Donc pour l'instant, on voit que c'est pas encore revenu la fête au village du côté des semi-conducteurs. Mais ce sera une des clés importantes ces prochains temps. Et puis, bien évidemment, le comportement des Magnificent Seven. Dans les vedettes de la semaine, on va commencer donc par le chocolat. Donc, je vous l'ai dit, ils ont eu des bonnes nouvelles au niveau du chocolat, puisque là, la récolte de chocolat, de cacao plutôt, était meilleure que prévu en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Résultat, eh bien, le cacao devrait baisser encore un peu. On l'a vu sur le graphique tout à l'heure. Et donc, du coup, eh bien, ça devrait bénéficier aux chocolatiers, donc Lindt & Sprüngli et Barry Callebaut. Et donc dans cette foulée-là, dans cette direction-là, eh bien il y a plusieurs banques d'affaires la semaine dernière qui en ont profité pour upgrader, on va dire, le secteur en Suisse, ce qui veut dire que tous ceux qui font du chocolat, eh bien devraient payer moins cher la matière première. Et comme ils vont pas forcément baisser les prix dans la foulée, eh bien ils vont gagner plus d'argent. Résultat, tout le monde est en train d'upgrader Barry Callebaut et Lindt & Sprüngli. Alors vous voyez le graphique de Lindt & Sprüngli, c'est pas frappant, mais néanmoins il y a eu des upgrades la semaine dernière. Alors vous voyez, l'upgrade s'est fait, c'était ce candlestick vert où il y a eu 2 upgrades la même journée. Bon, ça finit de toute façon un peu plus bas, mais l'un dans l'autre, les objectifs sont beaucoup plus hauts sur Lindt & Sprüngli. Et Barry Callebaut, alors lui, c'était un peu plus marqué, puisque là, on a aussi, sur l'upgrade, on a eu un jump à la hausse, mais là aussi, les targets sont plutôt dans cette région, autour de 1800-1850, donc un réveil du côté des chocolatiers en Suisse. Autrement, il y a l'autorité de la concurrence en Italie qui a commencé à donner son avis sur la fusion Swisscom et Vodafone Italia. Ils estiment que ça pourrait, en parlant français, foutre le bordel dans le secteur des télécoms en Italie, parce que ça deviendrait un gros player et donc forcément il y aura des conséquences. Alors ils n'ont pas donné de recommandations, ils n'ont pas interdit la fusion. Pour l'instant, la fusion suit son cours et devrait se terminer dans le courant de 2025. Mais en tous les cas, ils ont dit que c'était quand même un petit problème, donc il faut s'attendre peut-être qu'à un moment donné, ils mettent des conditions à cette fusion. L'interdire, j'imagine pas, mais des conditions, oui, c'est possible. Alors, pas de détails pour l'instant, mais on sent que Swisscom est quand même dans le viseur de l'autorité de la concurrence en Italie. Vous voyez que sur le graphique, ça n'a pas changé grand-chose. Quand la news est sortie, Swisscom a vécu une mauvaise journée, c'était jeudi. Et puis finalement, on a plus ou moins tout récupéré vendredi. Pour l'instant, le graphique reste dans sa tendance ascendante sur Swisscom. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien à dire. On reste parfaitement dans cette tendance. Et tant qu'on ne passe pas en dessous de la moyenne mobile des 50 jours et qu'on ne casse pas cette tendance en dessous des 530 balles, pour l'instant, eh bien, il faut juste rester et continuer à surfer la vague pour ceux qui sont dedans, ce qui n'est pas mon cas parce que je déteste cette boîte. Julius Baer a été upgradé aussi 2 fois la semaine dernière. Il n'y a pas beaucoup de news en fait sur les sociétés en ce moment, mais par contre, il y a beaucoup de boulot qui est fait du côté des analystes, les mecs qui reviennent de vacances, donc ils en profitent pour upgrader, downgrader, modifier les price targets. Enfin, ils bossent en tout cas. Et sur Julius Baer, eh bien, ça a bien marché parce que les upgrades qui ont eu lieu la semaine dernière étaient tous plutôt
positif avec des recommandations upgradées et des targets plus hauts. Et il y a ce qui revient surtout dedans, c'est qu'on dit que la banque a connu des temps difficiles, mais que là, ça va beaucoup mieux et que la visibilité est en train de s'améliorer. Donc, un courant positif qui est en train de déferler sur Julius Baer. Alors, vous voyez que depuis cette déferlante d'upgrade, eh ben, on a eu quand même une belle semaine puisque le titre est passé de 46,24 en début de semaine avec un top à 50. Et là, on a vu que il a un peu buté sur la moyenne mobile des 200 jours. Il faudra bien passer à travers si on veut continuer. Mais alors, ce qui est assez intéressant sur Julius Baer, c'est que quand on voit le nombre de gaps qu'ils ont laissés, il y a encore pas mal de choses qu'on peut espérer voir boucher. Le problème, c'est que maintenant, ils ont laissé un gap ici et ils ont un gros gap à combler là. Donc déjà, il faudrait aller rechercher les 52 pour combler le gap ici, mais après, on va laisser la porte ouverte pour revenir un jour au niveau des 45. Donc c'est un titre qui laisse encore pas mal de choses, de mouvements à espérer ces prochains temps. Enfin, pour l'instant, on va dire que le courant est positif, mais ça va quand même laisser un gap derrière et j'aime pas ça. Il y avait un article dans la Finance und Wirtschaft en fin de semaine à propos de ASM Osram. Alors, vous vous en souvenez sûrement, hein, c'était une techno que tout le monde traitait comme des fous à l'époque. Bon, depuis, ça a beaucoup baissé. Mais là, article, on va dire, plutôt positif, interview du patron de Osram qui disait qu'ils étaient plutôt confiants pour l'avenir et que la situation financière était saine. Il reste plus qu'à faire du business à vendre et gagner de l'argent, mais en tout cas, pour l'instant, plutôt optimiste sur l'avenir chez ASM Osram. Et donc, du coup, le titre se comportait relativement bien. Mais après, quand on regarde le graphique, c'est une autre histoire. Le graphique qui nous montre que quand vous avez une tendance baissière comme ça depuis hyper longtemps, c'est difficile de retrouver l'envie d'y aller. Alors là, on a vu effectivement que dans la foulée de cet article, eh bien, le titre est remonté un petit peu, mais il est remonté de 80 centimes à 95 centimes. Alors en termes de pourcentage, c'est beaucoup. Par contre, on est de loin, pas encore revenu au plus haut historique sur AMS Osram, qui est quand même à 43,87. Donc dans l'hypothèse où on arrive un jour à remonter au plus haut historique, c'est presque une Nvidia. Petite nouvelle en vrac qui n'ont pas une énorme importance. On notera que Meyer Burger a finalisé sa dernière restructuration. Ils vont encore licencier 20% du staff, grosso modo. Ça fait plus ou moins 200 personnes. Le titre perdait encore 12% sur la nouvelle. Relief Therapeutics a terminé une phase d'observation sur un médicament contre la phénylcétonurie. C'est une maladie héréditaire rare qui affecte le métabolisme. Alors donc ils terminent la phase d'observation, donc après il y a encore la phase 1, la phase 2, la phase 3, donc on n'est pas encore sur un médicament, mais ils étaient plutôt optimistes. Nestlé a investi 167 millions dans sa filiale de nourriture pour animaux en Angleterre. On va revenir sur Nestlé en conclusion de cette vidéo, donc restez avec moi. Roche, alors là je lis aussi parce que dès que c'est de la pharma, je suis obligé de lire, mais Roche s'est félicité du succès d'une étude clinique avancée sur son antigrippal, le Xofluza, contre la transmission du virus de l'influenza, avec une prise orale unique de cette combinaison de baloxavir et de marboxyl par des patients grippés, eh bien, ça permet de réduire la contamination à l'intérieur du foyer familial. Alors moi, je me pose quand même juste une question. Ça fait 35 ans que je fais de la finance ou de la bourse, et aujourd'hui, je me pose quand même encore une fois la question, je me dis, mais les gars qui font de la recherche sur les médicaments, pourquoi ils nous sortent des mots aussi compliqués et quasiment imprononçables? Et puis autrement, il y a encore Ublox qui a signé un partenariat avec une boîte japonaise qui s'appelle Topcon et qui fait du GPS grosso modo, donc ils vont leur fournir une partie des composants pour leur machine. On termine donc avec Nestlé. Donc vous avez vu, Nestlé, c'est la pire performance du SMI cette semaine. Il ne s'est pas passé grand-chose dans les nouvelles neuves. Par contre, il y a eu, comme je vous l'ai dit, là aussi, beaucoup de travail de la part des analystes, donc beaucoup de downgrade. On retiendra surtout en fin de semaine UBS qui a downgradé son price target sur Nestlé, et également Morgan Stanley qui a downgradé le titre plus baissé le price target à 84 francs suisses. Donc il y a eu une avalanche de vendeurs en fin de semaine sur Nestlé, puisque quand vous avez UBS
et Morgan Stanley en même temps qui downgrade le price target ou bien la recommandation sur un titre comme ça, eh bien ça fait toujours très très mal. On avait déjà eu le même type d'histoire avec Rush le jour où UBS avait downgradé le titre et recommandé à la vente. Du coup, tous les portefeuilles sont en train de se modifier. Les gens réduisent leur exposition en Nestlé. Donc forcément, il y a des conséquences. Le titre a cassé des supports importants. Techniquement, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Il y a Never Catch a Falling Knife et il n'y a pas forcément de nouvelles transcendantales qui pourraient permettre un reversal sur Nestlé. On avait espéré que l'arrivée du nouveau CEO allait changer les choses, mais bien sûr qu'il faut du temps pour restructurer un paquebot comme ça. Bien sûr qu'il a des bonnes intentions, certainement qu'il va réussir sur le moyen long terme, mais pour l'instant, pour trouver le point d'inflexion où Nestlé va arrêter de baisser, c'est quand même vachement compliqué. Donc j'ai envie de dire qu'avec la cassure qu'on a fait, je serais presque prêt à dire ceux qui ont des Nestlé, dégagez-vous de Nestlé, sortez pour l'instant et attendez de voir jusqu'où ça va baisser parce que là on a encore l'impression qu'elle peut baisser plus. Je suis pas inquiet pour l'avenir de Nestlé, mais par contre il y a quand même un risque que ça aille chercher un peu plus bas parce que là il y a une espèce de démission qui est en train de se faire sur Nestlé, un peu à l'image qu'on a eu sur Rush il y a quelques temps. Et finalement on a de la peine à trouver les justifications pour dire oui mais Nestlé va remonter. Alors certainement que Nestlé va remonter sur le long terme, mais pour l'instant, c'est toujours de mal en pis. Et puis, on a tenu le coup jusque-là. Alors, ceux qu'on a pour les 10 prochaines années, je pense que ça vaut même pas la peine de vendre. Mais ceux qui ont un horizon plus court terme, pour l'instant, il y a certainement mieux à faire que s'acharner sur Nestlé en espérant qu'elle rebondisse un jour. Surtout que les catalystes, pour le moment, on les voit pas. Et si en plus, les grosses banques d'affaires commencent à s'acharner sur le titre et puis la downgrader, eh bien, ça va se compliquer encore un peu et encore un bon moment pour Nestlé. Je vous montre le graphique juste pour que ça fasse mal, mais vous voyez que la cassure, elle est nette, alors vraiment nette, et on est allé chercher quand même, là on est plus bas que les niveaux du Covid quand même, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, où finalement on avait fait des extrêmes sur des journées de panique, où on était allé chercher les 82 sur 83 même sur Nestlé, et que pour l'instant, vous voyez que on est plus bas. On a clôturé la semaine à 82,04 et à l'époque du Covid, eh bien, on était à des niveaux en clôture. On était allé chercher, non, les extrêmes qu'on était allé chercher sur Nestlé ce jour-là, c'était 83,38. Donc on a cassé ces points extrêmes bas de l'époque. Franchement, après. Un jour, elle se retournera, mais pourquoi, comment, et techniquement, c'est vraiment difficile. On a presque l'impression qu'elle peut aller chercher les 72 maintenant. La porte est ouverte pour aller chercher les bas de ces 7-8 dernières années. Donc franchement, pour l'instant, pas de signe. Tant qu'il n'y a pas de signe clair de reversal sur Nestlé et de changement d'opinion, parce que pour l'instant, tout le monde est négatif maintenant dessus. Alors moi, j'ai tendance à être contrariant, mais quand tout le monde est négatif, il faudra quand même qu'à un moment donné, il y a un catalyse positif qui fasse remonter le titre. Et pour l'instant, on ne le voit pas, malheureusement. Donc, méfiance et interrogation sur Nestlé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les marchés en général cette semaine. Une semaine qui a été bien sûr monopolisée par la Fed et on va continuer à beaucoup parler de la Fed puisque je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il y aura énormément de banquiers centraux qui vont parler et on notera aussi que la BNS va se réunir également en Suisse jeudi prochain et là aussi, il devrait baisser les taux de 0,25%. Donc tout va bien, ça devrait soutenir le marché suisse, on espère, parce que pour l'instant, encore une fois, le SMI est tout en bas du range et ce serait quand même mieux qu'on casse pas ces niveaux parce que sinon la porte sera ouverte à toutes les fenêtres sur le SMI. Quand on voit que sur les 3 gros noms, il y en a 2 qui sont en difficulté, Roche et Nestlé, eh bien il en faudra pas beaucoup pour que ça mette une grosse pression vendeuse sur l'indice suisse. Voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end, un très bon samedi, un très bon dimanche et je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et à lundi. Bye bye.